Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, comme vous le savez, cette année 2012 est une année particulière qui célébrera le 50e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. Anniversaire qui affecte bon nombre d'entre nous, pour ne pas dire l'ensemble de la société française, tant ce conflit a habité les mémoires et animé les controverses. De multiples manifestations très diverses se développeront pour commémorer cette période. Certains d'entre nous nous manifestent la volonté, et c'est leur droit le plus absolu, de voir la France reconnaître officiellement l'abandon et le massacre de la communauté harkie, et même de qualifier celui-ci de crime contre l'humanité, ou à minima d'introduire la notion de mémoricide. D'autres éprouveront la volonté de réhabilitation de l'idée coloniale, d'une nostalgie de l'Algérie française, et une guerre des mémoires s'exprimera probablement avec vigueur dans les prochains mois. Devant ce déferlement de commémorations à venir, nous avons choisi, avec un collectif restreint, et la participation active de François de Conson, maire de la Londe-les-Morts, et de l'ensemble de l'équipe municipale, de nous arrêter le temps d'une exposition photographique sur le passage et la vie de nos familles dans un des 75 hameaux forestiers construits en France, pour rassembler ces repliés de cette guerre d'Algérie, qu'on a hésité longtemps d'ailleurs à qualifier de rapatriés, ouvrant ainsi une page de l'histoire de la Londe-les-Morts. Les premières lignes de cette page d'histoire sont écrites le lendemain du 18 mars 1962, date de la signature des accords d'Évian, qui mettait fin officiellement à 8 années de guerre et qui prévoyait timidement des dispositions pour garantir la sécurité et le maintien des anciens membres des formations supplétives de l'armée française sur le nouveau territoire algérien. Alertés et encouragés par un grand nombre d'officiers qui se refusaient à abandonner des hommes qui avaient combattu courageusement et loyalement dans leur unité, les autorités françaises de l'époque sont confrontées à un dilemme sans nom. D'une part, continuer à soutenir l'idée que les harkis et leurs familles n'étaient pas assimilables dans la société française métropolitaine, et de fait continuer à interdire leur rapatriement pour ne pas exporter le conflit, disait-elle. Et d'autre part, rester inactifs après l'abandon devant les persécutions et les massacres cautionnés par le nouveau pouvoir en place, perpétrés à l'encontre de ceux qui avaient combattu à leur côté. Ce climat belliqueux, alors que le conflit est officiellement consommé, obligea non sans mal la France à faire un choix et de lancer un programme de rapatriement précipité et d'hébergement temporaire des familles, en attendant leur dispersion vers une destination définitive, pour reprendre les termes d'une note du ministre des Rapatriés de l'époque, qui précisait aussi « On devra donc se borner à faire des travaux qui assurent la vie communautaire ». Ce temporaire a duré plus de 30 ans pour certaines familles et introduisait une nouvelle forme de communautarisme tant décriée de nos jours. L'exposition Jean Pouèche qui nous réunit aujourd'hui est l'occasion, sans ressentiment ni nostalgie, de nous souvenir et de témoigner de la vie de nombreuses familles dans ce hameau forestier de la Londe-les-Morts, d'anciens supplétifs de l'armée française appelés populairement ou génériquement harkis. Vous pourrez découvrir pour certains d'entre vous sur des panneaux exposés dans la salle que ces forces supplétives étaient multiples et variées et que la nature et les motivations de leur engagement aux côtés des forces françaises étaient elles-mêmes très hétéroclites. C'est en 1963 que les premières familles sont accueillies dans ce camp, après quelques escales douloureuses et indélébiles pour certains, dans des camps de transit du Larzac et de Bourg-Lastic, ouverts à la hâte dès juin 1962, puis ceux de Rivesaltes, Sainte-Maurice-l'Ardoise, Bias et Lary-le-Vigan, inaugurés durant l'automne de cette même année. Isolés géographiquement, encadrés administrativement, certains diraient familièrement, mais très justement, parqués, dans un camp situé à l'extérieur d'une commune qui comptait 3314 habitants en 1962. Les harkis sont devenus, malgré eux, une communauté fabriquée au gré des événements et sciemment marginalisée par des décisions politiques prises au plus haut niveau de l'État, qu'on n'hésiterait pas à qualifier de discriminatoires aujourd'hui, qui leur refusaient un droit légitime par le dévouement et le sang versé
à une intégration tant désirée. Devant ce déni de citoyenneté pleine et entière, nos parents ont su intravertir, apprivoiser leurs blessures et conserver leur dignité et leur courage, qualité tant appréciée et convoitée par les sergents recruteurs pendant les événements d'Algérie, pour les mettre au service au sein de l'Office national des forêts, de la préservation des massifs forestiers et de la lutte contre les incendies de forêt. Privés d'instruction, démunis face aux méandres de l'administration française, ils nous abreuvent patiemment et quotidiennement d'une énergie sans limite pour échapper à cette exclusion orchestrée, cette rage de réussir, d'émerger, de se mêler à cette société qui s'efforce à nous inhiber et de faire fi de l'obstination de ces circulaires maladroites, de tous les pouvoirs successifs qui ont tenté d'éterniser notre isolement et pire encore de l'institutionnaliser. Conscient de la difficulté du sursaut, mais armé désormais grâce à l'école, à la cohabitation sociale, par l'accès au logement, à notre contribution au développement économique de la cité, à notre contribution au développement économique de la cité, à nos bons offices dans les clubs sportifs, à notre participation au tissu associatif, nous avons su rappeler à la France son triptyque républicain: liberté, égalité, fraternité. Et qu'elle devait désormais nous accueillir dans cette communauté française qu'elle a longtemps contestée et ajournée à nos parents. Certains d'entre nous ont souffert de cet isolement forcé, de ce rejet, de cette stigmatisation, pour utiliser une formule tendance. Mais un grand nombre ont su saisir ce que la France offre de plus noble, inspiré de sa tradition égalitaire et universelle. Je veux parler évidemment et en premier lieu de son enseignement de qualité, qui a permis et qui permettra encore à bon nombre d'entre nous de briser les plafonds de verre à tous les étages de l'ascenseur social. Enfin, pour terminer, je tenais à vous dire que mon intervention d'aujourd'hui, comme la préparation de cette exposition, je ne les ai initiées qu'en tant que conseiller de la majorité municipale, facilitateur, et avec la légitimité d'être le fils d'un ancien harki, et aucunement porte-voix, ou comme représentant d'une association dont je salue les actions, ils sont nombreux aujourd'hui, de ce groupe social, vocable, que je préfère d'ailleurs à celui de communauté, qu'on s'obstine à appeler harki, et je vous livre deux réflexions pour vraiment terminer, qui semblent à mes yeux constitutives et pas opposées de la problématique harki. La première, celle qu'a soutenue l'historien américain William Cohen, que seule l'élimination de la catégorie particulière harki permettrait finalement aux anciens combattants de devenir français. Et la deuxième de Song Choi, historienne coréenne, je la cite: « Ce n'est que lorsque le gouvernement français reconnaîtra au nom de la République qui sont réellement les harkis et ce pourquoi on leur a demandé de lutter, qu'ils seront placés sur un pied d'égalité. À ce moment-là seulement, l'histoire et la mémoire coïncideront réellement. » Je remercie tous les agents de la commune qui ont participé au projet, tous les présidents ou représentants d'associations pour leur soutien. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous souhaite à tous.